Le maître a forcé Victor à pétrir le pain de la réception, malgré ses mains couvertes de plaies ouvertes. L'esclave a obéi, mais il a ajouté à la farine des grappes d'œufs d'araignées venimeuses récoltées dans les recoins les plus sombres de la grange. Ce que le tyran ignorait, c'est que la douleur qui commençait à piquer sa gorge n'était pas une simple irritation due à la poussière, mais le début d'une éclosion interne qui allait le dévorer de l'intérieur. Chaque bouchée de cette mie bien blanche rapprochait l'oppresseur d'une agonie que la médecine de l'époque ne pouvait même pas nommer. Vous allez découvrir comment l'arrogance d'un homme l'a conduit, sans le savoir, à avaler sa propre condamnation à mort. Nous sommes en Martinique, au cœur d'une chaleur qui vous colle à la peau dès le lever du soleil. Sur l'habitation de M. de Rochefort, l'air sent le sucre brûlé et la sueur rance. C'est un endroit où le silence pèse plus lourd que les chaînes. Victor, lui, ne parle presque jamais. À 38 ans, il est le boulanger de la propriété. Ses journées se passent devant la gueule béante du four, un monstre de pierre qui recrache une chaleur d'enfer. Ses mains ne sont plus vraiment des mains d'homme, ce sont des outils tannés par le feu, marqués par les brûlures, et, ce jour-là, par des crevasses purulentes que le sel de la sueur rendait insupportables. Mais pour Rochefort, Victor n'est pas un homme. C'est une machine à produire ces miches de pain parfaites, marquées du sceau de la famille, dont le maître est si fier. Regardez bien ça. Il y en a qui appellent ça une habitude ou la règle de l'époque, mais c'est de la cruauté pure, avec un nom et un prénom. Monsieur de Rochefort, c'est le genre d'homme qui marche comme si la terre entière lui appartenait, alors qu'en réalité, ses poches sont percées par les dettes de jeu. Il a ce regard froid, celui de ceux qui ont tout perdu mais qui s'accrochent à leur titre comme une bouée de sauvetage. Pour sauver les apparences devant les autres propriétaires et le gouverneur qui doit bientôt débarquer, Rochefort a besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Et pour en trouver, il a commis l'irréparable. Il y a 3 mois, Rose, la femme de Victor, a disparu. Un matin, elle n'était plus là. Quand Victor a demandé où elle était passée, Rochefort a simplement craché par terre en disant qu'elle était morte de la fièvre pendant la nuit et que son corps avait déjà été enterré dans la fosse commune pour éviter la contagion. Pas de tombe, pas d'adieu, juste un nom barré sur un registre de cuir vieux et taché. Victor a encaissé le coup sans un cri. Il est retourné à son four. Mais le soir, quand le silence retombait sur les cases, il n'arrivait pas à croire à cette histoire de fièvre. Rose était solide. Rose n'avait jamais eu un seul frisson la veille de sa disparition. C'est là que le doute a commencé à germer, une petite graine noire qui a poussé dans l'obscurité du fournil. Victor a commencé à observer. Il a regardé les allées et venues des marchands de passage. Il a écouté les conversations à travers les persiennes de la grande maison, et il a surtout surveillé le bureau du maître. L'injustice, voyez-vous, c'est un poison lent. Rochefort pensait que Victor était brisé, qu'il n'était plus qu'une ombre parmi les ombres. Il se trompait lourdement. Ce qu'il ignorait, c'est que Victor avait tout compris. Un soir, en nettoyant les cendres, il avait trouvé un morceau de papier calciné dans la cheminée du bureau, emporté par un courant d'air. Ce n'était qu'un fragment, mais il y avait le nom de Rose et une somme d'argent écrite à l'encre noire. Rose n'était pas morte. Elle avait été vendue en secret, comme un vulgaire meuble, pour rembourser une dette de cartes contractée dans un tripot de Saint-Pierre. Rochefort avait menti sur toute la ligne, falsifiant les registres officiels pour déclarer un décès et empocher l'argent de la vente sans payer les taxes à la couronne. C'est à ce moment précis que Victor a décidé qu'il ne se contenterait pas de pleurer. Le plan n'est pas venu tout de suite. Il a fallu cette humiliation de trop. Un matin, alors que les mains de Victor étaient tellement enflées qu'il pouvait à peine fermer les doigts, Rochefort est entré dans la boulangerie. Il a regardé les plaies ouvertes, le pus qui suintait sur les poignets de l'esclave. Au lieu de lui donner un remède ou du repos, il a frappé, un coup de canne sec sur les jointures malades. Il a hurlé que le pain pour le dîner du gouverneur devait être le plus blanc, le plus pur, et que si une seule miche manquait de finesse, Victor serait vendu à son tour à une mine de soufre, là où l'on ne survit pas plus de 6 mois. Victor a regardé ses mains, il a regardé le sang couler dans la farine, et c'est là qu'il a vu l'araignée. Une petite bête noire et velue qui descendait du plafond de la grange attenante. Dans cette région, on connaît bien ces bestioles. On sait lesquelles vous font dormir et lesquelles vous font hurler, mais Victor, lui, s'intéressait aux cocons, ces petites bourses de soie blanche remplies de centaines de futurs prédateurs, invisibles à l'œil nu une fois mélangés à la mie.
L'idée était terrifiante de simplicité. Rochefort aimait la mie de pain chaude, presque pas assez cuite au centre, là où la chaleur reste emprisonnée. Victor savait exactement comment régler son four. Il savait que s'il plaçait les œufs au cœur de la pâte, la chaleur rapide de la croûte protégerait le centre pendant un temps suffisant pour que les œufs ne soient pas détruits, mais seulement activés. C'était une science de la mort, apprise au bord du foyer. Pendant que la nuit tombait sur la plantation, Victor s'est glissé dans la grange. Il n'avait pas peur des morsures. Ses mains étaient déjà tellement douloureuses qu'il ne sentait plus rien. Il a fouillé les coins sombres, là où les toiles sont les plus denses. Il a récolté une douzaine de ces petits sacs de soie. Dans chacun d'eux, des centaines de vies minuscules attendaient le bon signal pour sortir. Il les a déposées délicatement dans une boîte en bois qu'il cachait sous une dalle, juste à côté de la base du four. C'était sa réserve de justice. Le lendemain, l'ambiance à l'habitation était électrique. Les domestiques couraient dans tous les sens pour cirer les parquets et polir l'argenterie. Le gouverneur arrivait le soir même. Monsieur de Rochefort était d'une humeur exécrable, déambulant dans sa redingote un peu trop serrée, tentant de masquer sa ruine sous des manières de grand seigneur. Il est passé une dernière fois au fournil pour mettre la pression. Il a attrapé une petite miche de test, celle que Victor préparait pour le petit déjeuner. Il l'a rompue avec mépris, la portant à sa bouche sans même regarder l'homme qui l'avait pétrie. Victor a regardé la gorge du maître bouger pendant qu'il avalait. Une simple miche de pain. Mais c'était le début. Rochefort s'est raclé la gorge, une fois, deux fois. Il a dit que la farine était trop sèche, qu'elle lui grattait le fond du palais. Il a ordonné à Victor de mettre plus de beurre dans la fournée du soir, celle destinée à la table officielle. Victor a baissé la tête, mais ses yeux brillaient d'une lueur que personne ne vit. Le premier acte était joué. Le grattement n'était pas dû à la farine. C'était la soie des premiers œufs qui commençait déjà à se coller aux parois de son œsophage. Dans la cuisine, Manlise, la doyenne, observait Victor. Elle avait vu l'esclave revenir de la grange avec ses mains serrées sur quelque chose de précieux. Elle savait lire les silences de Victor mieux que quiconque. Elle a vu quand il a incorporé les petites billes blanches à la pâte de la miche spéciale, celle qui porterait le sceau des Rochefort en plein centre. Elle n'a rien dit. Elle a juste détourné le regard et a continué à plumer ses volailles. Sur cette habitation, le silence était la seule arme qui restait aux humbles. Le problème, c'est que Rochefort était un homme soupçonneux par nature. Il craignait l'empoisonnement, comme tous les tyrans qui savent qu'ils sont détestés. Il faisait toujours goûter ses plats par un serviteur. Mais le pain était sacré. C'était le symbole de l'hospitalité française. Personne ne se méfiait du pain, surtout pas quand il sortait du four, doré, croustillant, marqué du fer de la famille. Victor a commencé le pétrissage de la fournée finale au milieu de l'après-midi. La chaleur dans le fournil était suffocante. Les murs transpiraient l'humidité des tropiques. Chaque mouvement de ses bras était un supplice, mais il ne s'arrêtait pas. Il travaillait la pâte avec une précision chirurgicale. Il a divisé les œufs d'araignée dans 3 miches spécifiques, celles qui seraient placées juste devant le maître de maison. Il a utilisé le seau à pain, ce fer forgé aux initiales R, qu'il a enfoncé fermement dans la chair de la pâte. Ce fer, c'était le symbole de la propriété de Rochefort sur les corps et les âmes de ce domaine. Mais ce soir, ce serait la marque de sa perte. Pendant que la pâte levait, Victor a pris un risque immense. Il savait que s'il voulait vraiment détruire Rochefort, la mort ne suffisait pas. Il lui fallait la vérité. Il savait que le contrat de vente de Rose devait être quelque part. Profitant de l'agitation dans la grande maison et d'un orage soudain qui faisait rage dehors, Victor a quitté son poste. Il s'est glissé par l'entrée de service, évitant les gardes et les domestiques occupés. Il connaissait les recoins de cette maison mieux que le maître lui-même, car c'était lui qui en réparait les fissures. Il est entré dans le bureau. L'odeur du tabac et du vieux papier l'a accueilli. Ses mains tremblaient, mais pas de peur, de rage. Il a fouillé les tiroirs, cherchant frénétiquement. Il savait que Rochefort était désordonné dans sa précipitation. Et là, sous une pile de factures impayées et de reconnaissances de dettes, il l'a trouvé. Un document officiel portant le sceau de la colonie. C'était le contrat de vente. Rose avait été cédée à la plantation de Bellevue, à quelques lieues de là. Elle n'était pas morte. Elle était là-bas, travaillant probablement sous le fouet d'un autre, pendant que son mari la pleurait ici. Victor a glissé le document sous son tablier, contre sa peau brûlée.
C'était sa preuve, c'était son arme de rechange au cas où le pain ne suffirait pas. Mais au moment où il allait sortir, la porte du bureau s'est ouverte. Le cœur de Victor a manqué un battement. C'était Rochefort. Le maître tenait sa gorge, son visage était un peu plus rouge que d'habitude. Il cherchait une bouteille de cognac sur son guéridon. Victor s'est figé dans l'ombre d'une grande armoire en acajou. Rochefort a bu une gorgée directement à la bouteille, mais il a immédiatement recraché le liquide en toussant violemment. Il a porté sa main à son cou, ses doigts griffant le tissu de sa chemise. Il semblait avoir du mal à déglutir. Victor, immobile comme une statue, regardait son ennemi souffrir. Ce n'était que le début. Les œufs n'avaient pas encore éclos, mais la présence de ces corps étrangers dans sa gorge créait déjà une réaction inflammatoire. Rochefort a juré, maudissant le climat, maudissant les moustiques, maudissant tout ce qui n'était pas lui. Il n'a pas vu Victor. Il est ressorti du bureau en claquant la porte, retournant à ses préparatifs pour le gouverneur. Victor a attendu quelques secondes, puis il s'est enfui. Il est retourné au fournil, le cœur battant à tout rompre. Il avait la preuve. Il avait le poison. Tout était prêt. Le four était à la température idéale. Victor a enfourné les miches marquées du seau. Il a surveillé la cuisson minute après minute. Il ne fallait pas que le centre dépasse une certaine température. La croûte devait être parfaite. Mais le cœur devait rester un nid douillet pour les milliers de créatures qu'il y avait insérées. La fumée montait dans le ciel noir de la Martinique, annonçant le début d'une soirée qui resterait gravée dans les mémoires de la colonie. Ce que personne ne savait dans cette maison, c'est que le pain que Victor sortait du four n'était pas de la nourriture. C'était une bombe biologique, et le compte à rebours avait déjà commencé. Le pain gonfle dans l'obscurité du four, et avec lui la sentence de Monsieur de Rochefort. À travers la petite lucarne de fer, Victor regarde la croûte se colorer. Il sait ce qui se passe à l'intérieur de cette mie. La chaleur est montée juste assez pour que les sacs de soie des araignées commencent à se fragiliser, mais pas assez pour détruire ce qu'ils protègent. C'est une question de minutes. À l'extérieur, dans la cour de l'habitation, on entend déjà le craquement des graviers sous les roues des calèches. Le gouverneur est en avance. Remarquez bien ceci. Certains appellent ça une tradition ou les règles d'un domaine, mais c'est de la cruauté pure avec un nom et un prénom. Victor sent le papier du contrat de vente contre sa poitrine. Le parchemin est humide de sa propre sueur. Il lui brûle la peau plus que la chaleur du foyer. Ce morceau de papier, c'est la preuve que Rose n'est pas sous la terre, mais qu'elle a été échangée contre des pièces d'or pour payer des dettes de jeu. Chaque fois que Victor respire, il sent le bord tranchant du document. Il se demande si Rose, à cet instant précis, sent aussi que quelque chose est en train de basculer. Elle est à la plantation de Bellevue, à moins de 10 kilomètres d'ici, mais dans ce monde-là, 10 kilomètres, c'est une autre galaxie. Soudain, la porte de la boulangerie s'ouvre avec fracas. C'est Rochefort, son visage est marbré, des taches rouges marquent son cou. Il se racle la gorge avec un bruit de papier de verre. Il ne vient pas pour féliciter Victor, il vient pour surveiller, comme un rapace au-dessus d'une proie. Il s'approche de la table de pétrissage, là où des traces de farine se mélangent encore au sang séché des mains de Victor. Rochefort ne dit rien sur les blessures. Il regarde les miches qui attendent de sortir. Le maître tend la main vers le seau en fer, celui qui porte ses initiales. Il le prend par le manche en bois et le fait tourner entre ses doigts sales. Il demande si Victor a bien marqué chaque miche destinée à la table d'honneur. Sa voix est plus rauque que d'habitude, comme si quelque chose de solide était coincé au fond de son larynx. Victor baisse les yeux et répond par un simple hochement de tête. Il ne peut pas parler, de peur que sa haine ne s'entende dans le timbre de sa voix. Rochefort s'approche alors du four. Il renifle l'air. L'odeur du pain chaud est normalement la chose la plus apaisante au monde, mais ce soir, pour Victor, elle a un relent de mort. Rochefort semble soupçonneux. Il demande pourquoi l'odeur est si forte, si particulière. Il y a un parfum de musc, quelque chose de organique, qui ne devrait pas être là. Le cœur de Victor cogne contre ses côtes. Si le maître décide d'ouvrir une miche maintenant, tout est fini. Victor sera pendu avant le coucher du soleil. Pour détourner l'attention du tyran, Victor fait exprès de laisser tomber une lourde pelle à pain sur le sol en pierre. Le bruit métallique résonne violemment dans la petite pièce. Rochefort sursaute et hurle une insulte, levant sa canne comme s'il allait frapper. C'est là que l'imprévu arrive.
Rochefort est pris d'une quinte de toux si violente qu'il doit s'appuyer contre le mur. Il crache un filet de salive épaisse sur le sol. Il se frotte la gorge, les yeux injectés de sang. Il dit que c'est l'humidité, que ce pays va finir par le tuer. Il ne sait pas à quel point il a raison. Si vous ne supportez pas ce genre de mensonges bien habillés, abonnez-vous. Ici, on ne laisse rien sous le tapis. Et dites-moi dans les commentaires, ce contrat caché sous le tablier de Victor, est-ce un espoir de secours ou un arrêt de mort définitif? Pendant que Rochefort quitte la pièce en titubant, Victor sort les miches du four. Elles sont magnifiques. La croûte est dorée à la perfection, le sceau des Rochefort est imprimé profondément dans la pâte. C'est le travail d'un maître boulanger. Personne ne pourrait se douter que sous cette carapace craquante, dans la chaleur moite de la mie, des milliers de larves et d'œufs microscopiques sont en train de réagir. Les araignées de cette région ne meurent pas toutes à la chaleur. Certaines ont besoin de ce choc thermique pour que leur enveloppe se brise. C'est le cycle de la nature, détourné pour une vengeance d'homme. Le gouverneur entre dans la grande maison. Victor l'entend depuis son fournil. Les éclats de rire, le bruit des verres de cristal, la musique d'un violon qui commence à jouer. C'est le contraste absolu entre l'enfer de la cuisine et le paradis factice de la salle à manger. Parmi les invités, il y a le docteur Lefebvre, un homme maigre, avec des lunettes rondes et un regard qui semble tout disséqué. Lefebvre est un médecin militaire. Il a vu toutes les horreurs des colonies, des épidémies de choléra aux membres tranchés sur les champs de bataille. Victor apporte le panier de pain à Mannelise pour le service. Elle le regarde longuement. Elle voit que Victor tremble. Elle voit la petite tache d'humidité sur son tablier, là où le contrat de vente est caché. Elle s'approche de lui et murmure à son oreille « Ce qui est, fils. Ne regarde plus en arrière. » Elle prend le panier et s'éloigne vers la salle de réception. Victor reste seul dans la boulangerie vide. Le silence est maintenant plus terrifiant que le bruit de la fête. Le problème, c'est que le docteur Lefebvre est passé par la cuisine pour se laver les mains. Il s'arrête devant Victor. Il regarde ses mains purulentes. Contrairement à Rochefort, le médecin ne détourne pas les yeux par mépris. Il regarde par curiosité scientifique. Il demande à Victor ce qu'il utilise pour soigner ça. Victor répond qu'il n'utilise rien. Lefebvre fronce les sourcils. Il remarque une petite boîte en bois vide, celle que Victor a utilisée pour transporter les œufs, posée négligemment sur un billot. Le médecin s'approche, l'ouvre et voit les restes de soie blanche collés au fond. À ce moment-là, Victor sent le monde s'écrouler. Lefebvre sait ce que c'est. Il a étudié les venins et les parasites de l'île. Il regarde la boîte, puis il regarde Victor, puis il regarde le panier de pain que Mannelise vient de déposer sur la table du gouverneur. Il y a un silence de mort entre les deux hommes. Le violon continue de jouer dans la pièce voisine. Le médecin ne crie pas. Il ne dénonce pas Victor immédiatement. Il semble fasciné par l'audace du geste. Mais il sait aussi que s'il ne dit rien, il devient complice d'un meurtre. Dans la salle à manger, Rochefort porte un toast. Il se vante de sa gestion de l'habitation, de la qualité de ses produits. Il prend une miche de pain, celle qui porte son propre seau. Il la rompt. La vapeur s'échappe de la mie encore chaude. Il emporte un gros morceau à sa bouche. Il mâche avec satisfaction, savourant le fruit du travail de l'esclave qu'il vient de frapper. Il avale. Victor, resté dans l'embrasure de la porte, observe la scène. Il voit Rochefort s'étouffer légèrement, comme si une miette était pincée de travers. Le maître boit une grande gorgée de vin rouge pour faire passer le tout. Mais le vin ne fera qu'accélérer le processus. L'humidité et le sucre du vin sont le déclencheur parfait. Dans l'œsophage de Rochefort, les premières enveloppes de soie se déchirent. Ce n'est pas encore l'éclosion massive, mais les premières morsures internes commencent. Le gouverneur félicite Rochefort pour le pain. Il dit qu'il n'a jamais rien goûté de tel. Rochefort sourit, mais son sourire est crispé. Il commence à transpirer abondamment. Il desserre sa cravate. Le docteur Lefebvre entre enfin dans la salle et s'assoit à sa place, juste en face de l'hôte. Il ne quitte pas Rochefort des yeux. Il observe la dilatation de ses pupilles, la façon dont ses mains agrippent le bord de la table. Le médecin sait que le temps est compté. C'est alors que Rochefort commet une erreur fatale. Pour prouver sa vigueur malgré son malaise apparent, il commence à raconter comment il a géré la prétendue épidémie de fièvre qui a emporté ses esclaves, dont Rose. Il ment avec une aisance déconcertante, décrivant comment il a dû brûler les corps pour protéger la colonie. Victor, caché derrière le rideau, sent le contrat de vente brûler contre son flanc.
Le mensonge est trop gros, trop gras. La haine de Victor redouble. Il espère que les araignées sont affamées. Soudain, Rochefort s'arrête de parler. Son visage passe du rouge au violet. Il porte ses deux mains à son cou, non plus pour gratter, mais pour serrer. Il essaie de dire quelque chose, mais seul un sifflement sort de ses lèvres. Les invités s'arrêtent de manger. Le silence tombe comme un couperet. On entend seulement le bruit d'une fourchette qui tombe sur une assiette en porcelaine. Rochefort se lève brusquement, renversant sa chaise. Il essaie de respirer, mais l'air ne passe plus. Ce n'est pas une allergie. C'est quelque chose qui bouge à l'intérieur, quelque chose qui sature ses voies respiratoires. Le docteur Lefebvre se lève calmement, sans précipitation, comme s'il s'attendait à ce spectacle. Il demande à ce qu'on apporte une lampe à huile très forte et ses instruments. Victor sait que c'est le moment. La panique commence à gagner les invités. Le gouverneur demande ce qui arrive à son hôte. Rochefort s'effondre sur les genoux, grattant désespérément sa gorge avec ses ongles, s'infligeant des blessures sanglantes sur la peau du cou. Il cherche de l'air, mais ses poumons sont bloqués par une masse vivante qui grandit à chaque seconde. Le pain de la vengeance est en train de livrer son secret. Le chaos s'empare de la salle à manger. Les bougies vacillent sous l'effet des mouvements brusques des invités qui reculent, leurs chaises raclant le parquet ciré avec un bruit strident. Monsieur de Rochefort est désormais étendu sur la table, parmi les restes du festin, les bouteilles de vin renversées et les assiettes de porcelaine brisées. Sa poitrine se soulève dans des spasmes violents, mais ses poumons ne reçoivent plus rien. Le docteur Lefebvre, d'un calme qui glace le sang, ordonne aux domestiques d'apporter toutes les lampes à huile de la maison. Il a besoin de lumière, une lumière crue, pour voir ce qui est en train de tuer l'homme le plus puissant de la région. Le problème, c'est que le temps presse et que chaque seconde de silence de Rochefort est une seconde de vérité qui remonte à la surface. Victor, debout dans l'ombre de la porte, ne bouge pas d'un cil. Il sent le poids du contrat de vente contre son cœur. Il regarde les mains du médecin, ses mains blanches et soignées, qui s'apprêtent à fouiller la gorge du tyran. Victor sait ce qu'il va y trouver. Il connaît la puissance de ce qu'il a récolté dans la grange. Ce n'est pas seulement du venin, c'est une éclosion mécanique, une multiplication de vie qui devient une suffocation de mort. Lefebvre saisit une cuillère en argent pour abaisser la langue de Rochefort. Le maître a les yeux révulsés, les veines de son front sont sur le point d'éclater. Quand la lumière des lampes frappe enfin le fond de la gorge, le médecin laisse échapper un juron étouffé. Ce qu'il voit n'est pas une inflammation classique. Les tissus sont noirs, gonflés d'une manière anormale et surtout, ils bougent. Ce n'est pas le mouvement de la respiration, c'est un fourmillement interne. Le médecin recule d'un pas, manquant de renverser une carafe. Il n'a jamais vu ça en 20 ans de carrière militaire. Regardez bien ce qui se passe ici. La science de l'époque est désarmée face à la vengeance d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Le gouverneur, pendant ce temps, observe la scène avec un mélange de dégoût et de suspicion. Il n'aime pas le désordre. Il n'aime pas que son hôte s'effondre comme un animal en plein milieu d'un toast. Il commence à se poser des questions sur la gestion de cette habitation. Il a entendu les rumeurs sur les dettes de Rochefort, sur les esclaves qui disparaissent sans explication officielle. Il regarde Victor, le boulanger, qui reste là, immobile, avec ses mains couvertes de plaies. Le gouverneur remarque le contraste, le maître qui étouffe dans sa soie et l'esclave qui respire calmement dans sa misère. Soudain, Rochefort attrape le bras du médecin. Ses ongles s'enfoncent dans la chair du docteur. Dans un dernier effort désespéré, il essaie de pointer du doigt Victor. Il veut accuser, il veut désigner le coupable, mais ses doigts tremblent trop. Il n'arrive pas à maintenir la direction. Le docteur Lefebvre, ignorant les supplications muettes du mourant, reprend ses instruments. Il veut comprendre, il veut voir. Il insère une pince fine dans l'œsophage. Au moment où les morts de l'instrument pincent les tissus, une grappe de petites formes sombres s'échappe et se répand sur la langue de Rochefort. Ce sont des araignées. Des centaines de minuscules araignées, à peine plus grosses qu'un grain de sable, mais déjà actives, déjà voraces. Elles sortent des replis de la chair, fuyant la lumière des lampes. Un cri d'horreur s'élève parmi les femmes présentes à la table. Une invitée s'évanouit. Le gouverneur recule jusqu'au mur, sa main sur la garde de son épée. C'est une vision d'apocalypse biologique. Le corps de Rochefort est devenu un nid, un incubateur vivant pour la progéniture des ombres de la grange. Si vous n'avalez pas ce genre de mensonge bien habillé,
Si vous voulez que la vérité éclate enfin, abonnez-vous. Et dites-moi, ce contrat caché sous le tablier de Victor, la preuve du crime, était-ce un espoir ou la sentence finale qui allait tout faire exploser? Le docteur Lefebvre réalise alors l'ampleur du désastre. Ce n'est pas un empoisonnement au sens où on l'entend d'habitude. C'est une infestation ciblée. Il regarde le pain rompu sur la table. Il voit la mie, il voit les traces de soie que personne n'avait remarquées parce que tout le monde était trop occupé à boire et à rire. Il comprend que chaque bouchée a été une injection de vie mortelle. Il regarde Victor. Le regard du médecin n'est plus celui d'un soignant, c'est celui d'un homme qui a compris le mécanisme d'un piège parfait. Mais Victor n'a pas peur. Il sort de l'ombre. Il avance vers la table, ignorant les gardes qui commencent à s'agiter. Il marche avec la dignité de celui qui a déjà accepté sa propre fin. Il s'arrête juste devant le gouverneur. L'autorité coloniale le regarde avec mépris et crainte. Victor porte la main à son tablier. Les gardes tirent à leur sabre, pensant qu'il va sortir un couteau. Mais Victor sort simplement le papier froissé, humide de sa sueur et marqué de traces de farine. Il le pose sur la nappe blanche, juste à côté de la main convulsive de Rochefort. Le papier se déplie lentement. Le gouverneur fronce les sourcils. Il se penche pour lire. Ses yeux parcourent les lignes, reconnaissant les sceaux officiels, la signature de Rochefort, le prix de vente de Rose et la date. La date qui prouve que Rose n'est pas morte de la fièvre, mais qu'elle a été vendue 3 jours après le prétendu décès déclaré sur les registres de la couronne. C'est là que le véritable tournant se produit. Le gouverneur n'est pas un homme de cœur, mais c'est un homme de loi et de taxes. La fraude fiscale, le mensonge aux autorités royales, c'est une insulte à son pouvoir. Il réalise que Rochefort l'a manipulé, qu'il l'a invité à sa table pour utiliser son prestige comme bouclier contre ses créanciers, tout en commettant des crimes sous son nez. La colère du gouverneur change de direction. Elle ne se porte plus sur l'esclave qui a agi, mais sur le maître qui a trahi. Rochefort, sur la table, voit le papier. Il reconnaît le contrat. Ses yeux s'écarquillent encore plus si c'est possible. Il essaie de hurler, mais le mouvement de ses cordes vocales ne fait que libérer une nouvelle vague de minuscules prédateurs qui s'échappent de sa bouche. C'est une scène de cauchemar. Le médecin essaie de nettoyer la zone avec du vinaigre, mais c'est inutile. Les éclosions se font par milliers à l'intérieur des tissus profonds. La chaleur du corps humain était exactement ce que ses œufs attendaient pour se briser. L'atmosphère dans la pièce est devenue irrespirable. L'odeur du vin renversé se mélange à celle de la peur et à ce parfum musqué et organique qui émane de la gorge ouverte du maître. Les invités s'enfuient vers le jardin, cherchant l'air frais de la nuit, laissant le gouverneur, le médecin, Victor et le mourant dans un face-à-face mortel. Le violon s'est arrêté. On n'entend plus que le sifflement de la respiration de Rochefort, un bruit qui ressemble à un râle de machine cassée. Victor regarde Rochefort droit dans les yeux. Il n'y a aucune pitié dans son regard. Il pense à Rose. Il pense aux nuits de solitude devant le four, aux coups de canne, aux humiliations quotidiennes. Il voit l'homme qui se croyait un dieu, réduit à n'être qu'une carcasse pour des insectes. La justice n'est pas toujours une balance équilibrée. Parfois, c'est un pain que l'on rompt dans le silence d'une salle à manger. Le gouverneur se redresse. Il ramasse le contrat. Il regarde Victor et lui demande d'une voix sourde « Combien d'autres ?» Victor ne répond pas tout de suite. Il regarde les mains du gouverneur, puis celles de Rochefort qui commencent à bleuir. Il sait que la réponse n'a plus d'importance. Le système est déjà en train de s'effondrer. Rochefort ne parlera plus jamais. Sa gorge est détruite, ses cordes vocales sont dévorées. S'il survit, il sera un spectre sans voix, condamné au silence qu'il a imposé à tant d'autres. Mais le plus terrifiant reste à venir. Le docteur Lefebvre, en examinant la miche de pain restée intacte, réalise une chose. Victor n'a pas seulement mis des œufs d'araignée. Il a aussi ajouté une herbe locale, une racine qui empêche le sang de coaguler. Rochefort ne meurt pas seulement de suffocation. Il est en train de se vider de son sang de l'intérieur, chaque petite morsure d'araignée devenant une hémorragie que rien ne peut arrêter. C'est une agonie lente méthodique, calculée pour durer jusqu'à l'aube. Victor fait un pas en arrière. Il a accompli sa tâche. Il a montré la vérité au gouverneur. Il a livré son maître à la nature. Maintenant, il attend. Il attend de voir si la loi des hommes sera aussi implacable que la loi de la forêt. Le gouverneur fait signe aux gardes. On ne sait pas s'ils vont arrêter Victor ou s'ils vont simplement évacuer la pièce
pour laisser le monstre finir son travail. L'orage à l'extérieur redouble de violence. Les éclairs illuminent la pièce, révélant pendant de brèves secondes l'horreur biologique sur la table de fête. Rochefort essaie une dernière fois de saisir le contrat, mais ses forces l'abandonnent. Sa main retombe lourdement dans une mare de vin rouge. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que le gouverneur a déjà pris sa décision. La plantation ne lui appartient plus. Ses titres ne valent plus rien. Il n'est plus un propriétaire terrien. Il est une preuve vivante de corruption et de cruauté excessive, une tache sur l'honneur de la colonie que le gouverneur va s'empresser d'effacer. Et pendant ce temps, quelque part à la plantation de Bellevue, Rose regarde peut-être le même orage sans savoir que le pain de son mari est en train de lui redonner sa liberté. Mais le prix à payer est encore lourd et la nuit n'est pas finie. Quelque chose d'autre bouge dans l'ombre du couloir. Manlise a disparu de la cuisine. Le silence qui s'installe maintenant est celui qui précède les grandes chutes. Le silence qui s'abat sur la salle à manger est plus lourd que l'orage qui gronde à l'extérieur. Monsieur de Rochefort est étendu sur la table de chêne, sa main droite encore crispée sur une miche de pain rompue, tandis que sa main gauche gratte frénétiquement le bois, laissant des traces d'ongles profondes. Le docteur Lefebvre a posé son scalpel. Il recule lentement, ses gants de cuir tachés d'un mélange de vin et de quelque chose de bien plus sombre. Il n'y a plus rien à opérer. La vie à l'intérieur de la gorge de Rochefort a pris possession du terrain. Des milliers de petites morsures invisibles ont transformé ses tissus en une éponge sanglante que l'air ne peut plus traverser. Le gouverneur, tenant toujours le contrat de vente de Rose entre ses doigts gantés, regarde le corps convulsif de son hôte avec un dégoût qui dépasse l'entendement. Il ne voit plus un noble, il ne voit plus un propriétaire terrien. Il voit un fraudeur, un menteur et un homme qui s'est laissé dévorer par sa propre cruauté. « C'est une infamie », murmure le gouverneur d'une voix qui ne tremble pas. Il ne parle pas de la douleur de Rochefort. Il parle de la vente illégale d'esclaves déclarés morts. Dans le code colonial de l'époque, tricher avec les registres de la couronne est un crime qui ne pardonne pas. Le problème, c'est que Rochefort n'est pas encore mort. Il est dans cet entre-deux terrifiant où le corps refuse de lâcher prise alors que la machine est déjà brisée. Ses yeux injectés de sang se tournent vers Victor. Il y a une lueur de haine pure dans ce regard, mais aussi une supplication muette. Il veut qu'on mette fin à son calvaire. Il veut que le boulanger, celui qui l'a frappé et humilié, fasse quelque chose. Mais Victor reste là, les bras croisés sur son tablier taché de farine. Il regarde son maître comme on regarde une bûche se consumer dans le four, avec une indifférence totale. C'est alors que le docteur Lefebvre prend la parole, s'adressant au gouverneur. Il explique que le mal est fait. Les araignées, une espèce rare et particulièrement agressive qui niche d'ordinaire dans les recoins les plus profonds des granges à sucre, ont trouvé dans la chaleur de la gorge et l'humidité du vin un environnement parfait pour une éclosion foudroyante. Le venin, combiné à l'action mécanique des larves, a paralysé les muscles de la déglutition. Rochefort ne pourra plus jamais avaler une seule miette de pain. Il ne pourra plus jamais prononcer un seul mot. S'il survit à cette nuit, il sera condamné à être nourri par des sondes, tel un nourrisson dans un silence éternel. Le gouverneur plie soigneusement le contrat et le glisse dans sa poche. Il fait signe aux soldats de la garde qui attendaient dans le couloir. L'ordre tombe, sec et tranchant comme une lame de guillotine. L'habitation de Rochefort est saisie au nom de la couronne. Tous les biens, toutes les terres, tous les registres doivent être mis sous scellé immédiatement. Pour le gouverneur, Rochefort est déjà un homme mort civilement. Ses dettes vont tout engloutir et son crime contre le fisc royal va finir de le ruiner. Mais qu'en est-il de Victor? Les soldats s'approchent du boulanger. Ils hésitent. Ils ont vu ce que cet homme est capable de mettre dans une miche de pain. Ils voient ses mains couvertes de plaies qui ont pétri la mort. Victor ne résiste pas. Il tend ses poignets. Mais le gouverneur intervient. Qu'il regarde le boulanger, puis il regarde le papier qu'il vient de récupérer. Il sait que sans l'action de Victor, cette fraude massive n'aurait jamais été découverte. Dans une colonie où l'image de la France doit rester pure, dénoncer un fraudeur est parfois plus important que de punir un acte de vengeance. « Emmenez-le, dit le gouverneur, mais ne le mettez pas au cachot, gardez-le sous surveillance dans la grande maison. J'aurai besoin de son témoignage pour le procès en saisie. » C'est une victoire, infime mais réelle. Victor sait qu'il a passé le point de non-retour. Il a risqué sa vie pour que la vérité sur Rose éclate. Et maintenant,
il a le gouverneur comme allié de circonstance. La nuit avance et l'orage commence à se calmer. Dans la salle à manger, les domestiques, sous les ordres des soldats, commencent à nettoyer le carnage. Rochefort a été transporté dans une chambre à l'étage, où il hurle en silence, sa gorge étant devenue un champ de bataille cicatrisé et inutile. Manlise réapparaît alors dans l'encadrement de la porte. Elle porte une petite besace en toile. Elle s'approche de Victor alors que les gardes le conduisent vers une pièce sécurisée. Elle ne dit rien, mais elle lui glisse un morceau de racine séchée dans la main. Une racine pour apaiser la douleur de ses propres blessures. Elle sait que Victor a encore un long chemin à parcourir. Le lendemain matin, le soleil se lève sur une habitation qui n'appartient plus au Rochefort. Les scellés sont posés sur les portes du bureau. Les esclaves, dans les champs, sentent que le vent a tourné. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Le maître a été puni par son propre pain. La rumeur dit que des araignées sortent encore de ses pores. Une légende qui terrifiera les propriétaires de l'île pendant des générations. Victor, lui, ne perd pas de temps. Lors de son premier interrogatoire avec le secrétaire du gouverneur, il ne demande ni clémence ni argent. Il donne les détails précis de la vente de roses. Il donne les noms des marchands, les dates, les montants. Il décrit la cachette sous le four où il avait trouvé les premiers fragments de preuves. Le gouverneur, impressionné par la précision chirurgicale de l'esclave, décide d'utiliser cette affaire pour faire un exemple. Il veut montrer qu'aucun propriétaire, aussi puissant soit-il, ne peut se jouer des lois de la colonie. 3 jours plus tard, une escouade de la garde coloniale, accompagnée de Victor, fait route vers la plantation de Bellevue. Le voyage est long, sous un soleil de plomb, mais Victor ne sent plus la fatigue. Il regarde le paysage, les champs de canne qui défilent, et il sent le papier de la liberté de Rose qui se rapproche. Car c'est là le prix du marché. En échange de son témoignage complet sur les fraudes de Rochefort, le gouverneur a promis de racheter Rose et de lui accorder, ainsi qu'à Victor, une protection spéciale. Arrivé à Bellevue, le spectacle est saisissant. C'est une plantation encore plus dure, encore plus cruelle que celle de Rochefort. Les esclaves y sont traités comme du bétail de trait. Victor cherche des yeux la silhouette de sa femme. Il la trouve enfin, près des moulins à sucre. Elle est maigre, ses vêtements sont en lambeaux, mais elle est vivante. Quand elle voit Victor arriver avec les soldats du gouverneur, elle laisse tomber son panier. Elle ne comprend pas tout de suite. Elle croit à un mirage de la chaleur. Les retrouvailles sont brèves et silencieuses devant les gardes, mais l'intensité de leurs regards en dit plus que de longs discours. Le contrat de vente original est présenté au propriétaire de Bellevue, qui n'a d'autre choix que d'obtempérer face aux ordres directs du gouverneur. Rose est libérée de sa chaîne de travail. Elle rejoint Victor dans la charrette. Pour la première fois depuis des mois, Victor sent que ses mains, bien que marquées à jamais, ont enfin fini de pétrir la douleur. Pendant ce temps, à l'habitation Rochefort, la chute est totale. Monsieur de Rochefort survit, mais c'est une survie qui ressemble à une damnation. Il a tout perdu. Sa maison, ses terres, sa réputation. Il finit ses jours dans un petit hospice de Saint-Pierre, soigné par des religieuses qui ne comprennent pas pourquoi cet homme se griffe la gorge chaque fois qu'on lui apporte un morceau de pain. Il ne peut plus avaler de nourriture solide. Il vit de bouillie liquide, sentant chaque jour les cicatrices internes de son œsophage lui rappeler le goût de la trahison. Il est devenu l'indigent qu'il méprisait tant, dépendant de la charité de ceux qu'il considérait comme des moins que rien. La justice administrative finit de broyer ce qu'il reste de son nom. Ses créanciers se partagent les miettes de son domaine. Le seau en fer des Rochefort, celui que Victor utilisait pour marquer le pain, est retrouvé dans les décombres d'un incendie qui ravage le Fournil quelques mois plus tard. On dit que le fer était devenu noir, impossible à nettoyer, comme s'il avait absorbé toute la noirceur de l'histoire qu'il avait marquée. Victor et Rose ne sont jamais revenus sur ces terres. Ils ont disparu dans les hauteurs de l'île, là où la forêt est dense et où les hommes libres se construisent un avenir loin des plantations. On dit qu'ils ont ouvert une petite boulangerie dans un village reculé, mais que Victor n'y prépare que du pain pour les pauvres, et qu'il ne marque jamais ses miches d'aucun sceau. Pour lui, le pain doit être un lien, pas une marque de propriété. Reparaissez-y bien. La cupidité fait oublier que chaque homme a une limite, et que la main qui vous nourrit est aussi celle qui peut vous détruire. Rochefort pensait posséder le corps de Victor, mais il avait oublié que Victor possédait sa vie à chaque repas. La vérité finit toujours par sortir, parfois de la manière la plus brutale et la plus vivante qui soit. Se frotter à la vérité,
c'est parfois risquer de se brûler, mais c'est le seul moyen de ne pas vivre dans le mensonge. Si vous pensez que justice a été faite pour Victor et Rose, abonnez-vous. Ici, on déterre les récits que l'histoire a voulu oublier. Et dites-moi en commentaire, selon vous, le gouverneur a-t-il agi par justice ou par simple calcul politique pour récupérer les terres? La forêt a repris ses droits sur les ruines de l'habitation Rochefort. Il ne reste plus aujourd'hui que quelques pierres du Fournil, envahies par les lianes et les toiles d'araignée. Les promeneurs évitent l'endroit, disant qu'on y entend encore parfois le bruit d'une miche que l'on rompt et le sifflement d'un homme qui cherche son souffle. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est juste le bruit de la terre qui se souvient que l'oppression a toujours un prix.